Bonsoir à tous. Merci à tous pour votre présence aujourd'hui. Nous sommes actuellement quelques personnes connectées. J'espère que d'autres praticiens auront l'opportunité de nous rejoindre. Je m'appelle Agathe, je travaille chez Doctolib et je suis ravie d'être accompagnée ce soir du docteur David Elia, gynécologue médical et obstétrique à Paris, et de Hélène de Robien, stratégie manager chez Doctolib. Merci à tous les deux d'être avec nous ce soir. Pour organiser ce webinaire, nous sommes en fait partis du constat que le confinement a fait exploser à grande vitesse l'usage de la téléconsultation, aussi bien pour les praticiens que pour les patients. Et nous avons donc souhaité répondre à la question: quelle place pour la téléconsultation dans la médecine d'aujourd'hui et de demain? Pour cela, nous allons aborder les thèmes suivants: la téléconsultation aujourd'hui, l'évolution de la télémédecine et le positionnement de Doctolib. Le docteur Elia nous présentera des études à ce sujet, mais nous partagera aussi son expérience en tant que gynécologue utilisateur de la téléconsultation. Tout au long de ce webinaire, vous pourrez nous poser vos questions en temps réel sur la plateforme Zoom en cliquant sur l'onglet Q&R et je relayerai les questions qui reviennent le plus après chaque partie. Comme nous sommes nombreux ce soir, cela implique que nous ne pourrons malheureusement pas répondre à toutes vos questions. Aussi, nous allons tout au long de ce webinaire vous poser des questions en direct pour avoir votre avis et comprendre votre positionnement et vos attentes sur ce sujet. Les enquêtes seront indiquées à l'aide du pictogramme du micro que vous voyez là et vos réponses, bien sûr, seront anonymes. Nous vous recommanderons aussi des lectures via des liens qui seront cliquables lorsque vous recevrez la présentation demain. Sachez par ailleurs que nous organisons des webinaires pour nos clients qui rentrent beaucoup plus en détail sur l'usage du produit, parce que ce n'est pas du tout notre sujet de ce soir. Vous retrouverez les invitations sur la communauté Doctolib et nous vous repartagerons le lien de la communauté en fin de webinaire. Docteur Elia, merci encore d'être avec nous ce soir. Je vous donne la parole pour vous laisser nous présenter la téléconsultation en quelques chiffres de son lancement à aujourd'hui, après le confinement. Bon, écoutez, bonsoir. Oui, je dois dire que je suis très enthousiaste d'être ici avec vous, c'est-à-dire avec Doctolib, avec ce que je considère comme le pionnier français, allemand je sais, mais français en tout cas, d'abord de l'agenda électronique, qui a quand même bouleversé notre vie depuis quelques années, et puis maintenant, depuis plus d'1 an, la téléconsultation. Alors simplement sur cette diapositive, vous voyez ce qui se passait avant. Avant quoi? Avant le confinement, avant le Covid. Et vous voyez que en 2018, eh bien, la légalité de la téléconsultation est arrivée avec donc un texte qui officialisait pour tous les médecins l'accès à ce moyen de consultation et aussi à tous les patients. C'était déjà très important. Et puis Hélène vous en parlera tout à l'heure. Avec dans cet avenant 6, donc tout un texte intéressant sur la téléexpertise. Vous voyez qu'en 2019, septembre, donc 1 an après, quand même 60 000 téléconsultations réalisées. Ça veut dire que c'est pas un bout, mais ça commence à rentrer. C'est vrai que c'est une manière totalement différente de donner nos consultations. Il n'y a pas d'examen, donc il faut savoir si c'est intéressant ou pas, aussi bien pour le médecin que pour le patient. On répondra à cette question tout à l'heure. Et en même temps, on n'a jamais vu ça, quoi. Nous, on est habitués, on a appris à la fac à faire des consultations en présentiel. Bonjour monsieur, bonjour madame, asseyez-vous, entrez, vous venez me voir pourquoi, etc. Donc tout ça est bouleversé par cet outil qui, tout d'un coup, change la donne complètement. Donc 60 000 consultations, c'était déjà pas mal. Et puis vous voyez qu'en 2020, en janvier, 6% des Français avaient déjà fait une consultation, ce qui veut dire que 94% d'entre eux n'en avaient pas fait. Et regardez en bas les histogrammes, ils sont intéressants, et vous voyez que l'âge fameux est en train de changer aussi nos pratiques, puisque on a entouré ceux qui étaient le plus favorables. Alors vous voyez que c'est comme par hasard les 25-34 ans qui sont avec les 35-44, puis pourquoi pas les 45-54 derrière. Ce sont les trois, c'est le tiercé gagnant de ceux qui utilisent la téléconsultation à cette époque. Et puis vous voyez que plus de 65 ans, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Mais non, ça va pas. De toute façon, c'est vrai qu'ils ne savent pas souvent allumer un ordinateur, alors on peut le comprendre. Et puis entre 0 et 17 ans, c'est pas si mal finalement, parce qu'il doit y avoir pas mal, parce que les ados aujourd'hui savent parfaitement servir d'un ordinateur. Et donc là, on comprend ces histogrammes. Le diapo suivant.
Alors, voilà ce qui se passe aujourd'hui. Écoutez, il y a eu le Covid, donc il y a avant, pendant et après. Eh bien, vous voyez qu'en avril, on était en plein confinement, 1 million de téléconsultations par semaine. Alors là, tout d'un coup, je dirais que c'est un véritable boom, puisque ça représente 15 fois plus qu'en mars et 25 fois plus en avril par rapport à février. Donc là, effectivement, c'est vrai que le gouvernement nous a incité à ça, incité les patients à ça. Vous pouvez vous servir de votre téléphone, disait-il, vous devez faire du FaceTime, vous devez faire ci, vous devez faire ça, et vous pouvez même, pourquoi pas, vous servir des plateformes dédiées comme Doctolib. Donc c'est ce qui s'est passé. Et regardez, 41 000 consultations vidéo par jour en mai, contre 1500 avant l'épidémie. Donc là, on a une augmentation de 30, c'est donc un multiplicateur de 30. La moitié des médecins libéraux ont eu recours mi-avril à la téléconsultation. Souvenez-vous des chiffres d'avant, contre 2% début mars. Voilà. Donc, 30 fois plus de consultations vidéo qu'avant la crise, malgré le déconfinement. Ah, là, c'est intéressant parce qu'on se dit, ah bon, alors donc ce n'était pas un moyen de fortune utilisé faute de mieux. Non, on a l'impression que les collègues, que les médecins, voire les patients, ont pris goût à cette nouvelle façon, qui ne remplace pas l'autre, hein, on en parlera tout à l'heure, mais à cette nouvelle façon donc de communiquer, de faire de la médecine, de poser des diagnostics, de conseiller, de traiter. Et vous voyez ici, donc vous avez mis les chiffres d'une étude de Doctolib, à la fin du confinement, les 2 tiers des médecins, les 2 tiers d'entre nous, pensent, pourquoi pas, poursuivre ce média, ce nouveau média. Encore faudra-t-il, bien sûr, trouver la place de ce nouveau média, savoir comment le positionner par rapport au présentiel, mais c'est quand même un très joli score. 2 tiers d'entre nous pensent qu'ils vont continuer la téléconsultation. Merci, docteur. Hélène, je me tourne vers toi maintenant pour que tu nous expliques justement l'explosion de l'usage de la téléconsultation sur Doctolib pendant l'épidémie. Oui, alors bonsoir à tous. Donc effectivement, comme vous l'avez vu sur cette slide, il y a un certain nombre de chiffres sur l'usage de la téléconsultation avant et après l'épidémie. Donc ça, c'est des données uniquement de Doctolib. Donc effectivement, chez Doctolib, on avait à peu près 4000 praticiens qui utilisaient la téléconsultation avant. Aujourd'hui, on en a plus de 32 000. En termes de patients, on a 1,4 million de patients qui ont commencé à utiliser la consultation vidéo sur Doctolib depuis le début de l'épidémie. Ils étaient seulement 40 000 avant. On a près de 4,6 millions de rendez-vous qui ont été pris en consultation vidéo sur Doctolib depuis le début de l'épidémie. On en avait 200 000 seulement avant l'épidémie. Et en termes de nombre de consultations vidéo par jour, on a connu des pics pendant l'épidémie à plus de 100 000 téléconsultations par jour, alors qu'avant, on était plutôt autour de 1000 consultations vidéo par jour. Si on regarde maintenant quelques chiffres par spécialité, donc là, vous avez un panel de différentes spécialités. Et vous avez notamment les nombres de téléconsultations par spécialité réalisées pendant la période Covid. Donc là, ce sont des données uniquement pendant la période, la durée de la crise. Et vous avez la part des praticiens qui sont mis à utiliser la téléconsultation pendant cette crise parmi les clients Doctolib, parmi les utilisateurs Doctolib actuels. Donc sur la médecine générale, on a à peu près 70% des médecins généralistes qui sont passés sur la téléconsultation, 78% des psychiatres, 53% des dermatologues, 43% des gynécos, 62% des pédiatres. Donc ces chiffres, en fait, ils sont là pour vous montrer quoi? Ils ont vraiment révélé en fait l'usage et l'utilisation de la téléconsultation pendant l'épidémie, parce que elle a notamment contribué à limiter le risque de contamination, mais elle a également permis aux professionnels de santé de continuer de suivre leurs patients malgré les limitations de contact physique et la distanciation physique. Merci Hélène. Maintenant qu'on a une idée un petit peu plus claire de la place de la téléconsultation aujourd'hui dans notre quotidien, Docteur Elia, est-ce que vous pouvez nous dire ce que va permettre la téléconsultation aux praticiens et aux patients, et du coup nous parler aussi des obstacles, des avantages identifiés pour chacun, et surtout n'hésitez pas aussi à nous parler de votre expérience et de votre ressenti sur ces points-là. Il va falloir qu'on s'y fasse les uns les autres. C'est vrai que
on a l'impression que les patients sont beaucoup plus enthousiastes que les médecins. Les médecins sont encore en train de tergiverser sur des problèmes de technicité, etc. Mais regardez les chiffres ici. Après l'épidémie, la consultation vidéo, donc on a vu que 75% des médecins pensaient probablement continuer de travailler entre autres outils avec la téléconsultation. Et lorsqu'on leur demande à quoi, au fond, pourquoi est-ce que vous allez continuer de faire ça, vous voyez que vous avez 66% qui vous disent que finalement, c'est pas inintéressant, ça dépend des motifs. Il y a des motifs de consultation qui ne nécessitent pas obligatoirement un examen à chaque fois, et que donc, pourquoi au fond, demander aux patients de se déplacer et voir éventuellement, lorsque vous êtes praticien, ceux qui font des visites, ceux qui vont à domicile, c'est quand même plus pratique. 57% être rémunérés pour les différents conseils. Ça, c'est intéressant, c'est que un certain nombre d'entre nous, et en particulier les médecins généralistes, mais pas que, donnent, par exemple les pédiatres, très souvent en fin de journée, consacrent un créneau horaire pour répondre au téléphone, pour renouveler les ordonnances, pour rassurer les mamans, etc. Et tout ça n'est pas rémunéré. Et bien tout d'un coup, avec la téléconsultation qui est rémunérable, alors le tarif qu'on veut, hein, on peut prendre 5 euros, on peut prendre 2 euros si on veut, hein, rémunère finalement ces coups de téléphone, ce temps passé, parfois un temps passé important, quotidien, qui sera donc cette fois-ci rémunéré. Ça évidemment, mes collègues trouvent que c'est tout à fait intéressant. Vous voyez qu'il y en a un tiers qui pense que finalement que c'est un moyen d'être plus près de leurs patients. Plus près, ça veut dire, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de prendre, le patient n'a pas besoin de prendre rendez-vous, etc., pour se sentir près de son médecin, et au fond, pour le médecin, de se sentir près de son patient. C'est une sorte de convivialité augmentée. Et puis, bien entendu, les 45% pour avoir le confort et choisir lorsqu'ils souhaitent consulter en présentiel ou en vidéo, effectivement, moi en tout cas c'est ce que je fais. Hein, parfois j'ai des jours, par exemple, le samedi, moi je ne travaillais pas, je ne vais pas au cabinet, mais j'ai ouvert, j'ouvre maintenant 2 heures le samedi en fin de matinée, et puis de temps en temps, ça rend bien service à mes patientes, et moi ça ne m'embête pas parce que je suis chez moi et que je ne suis pas au cabinet, et ça ne m'embête pas ma secrétaire puisqu'elle n'a pas à être là non plus. Bien. Alors, pour le patient, alors les patients, d'une manière générale, moi j'ai fait vraiment une grande revue de la littérature, hein, de la téléconsultation dans le monde. Et ce qu'on peut dire, si je veux résumer, les patients sont pour. Ils sont plutôt enthousiastes, beaucoup plus que ne sont les médecins. Alors évidemment, on ne se déplace pas. Écoutez, c'est très important. On peut éventuellement consulter son médecin sur son lieu de travail. On peut consulter son médecin chez soi. On peut consulter son médecin finalement à l'heure du déjeuner, à la pause, etc. Et sans avoir besoin d'y aller. Il y a aussi l'économie de temps. L'économie de temps, je n'ai pas besoin d'y aller, donc je gagne du temps. Je n'ai pas l'économie aussi du déplacement. Je ne vais pas prendre le taxi, je ne vais pas prendre un autobus, je vais pas... Bon, tout ça est très important. Je ne vais pas payer un parking si j'y vais en voiture. Donc tout ça est très intéressant. Ensuite, bien sûr, vous voyez que c'est pourtant 22%. Donc, mais c'est vrai que je pense qu'ils n'ont pas encore compris, les patients, mais ils vont le comprendre, que de consulter le médecin, finalement, de leur lieu de vacances, de leur lieu de travail, de leur appartement, de leur maison, c'est tout à fait extraordinaire, quoi. C'est-à-dire que, en fait, on peut choisir dans la journée un temps qu'on va donner, qu'on va octroyer à cette consultation. Alors 20% pour obtenir un rendez-vous plus rapidement, oui, ça va être aussi probablement parce qu'un certain nombre de confrères, peut-être la majorité, vont choisir de mettre des plages, de créer des plages de téléconsultation qui, pourquoi pas, seront peut-être plus rapides à obtenir que de prendre un rendez-vous présentiel. Voilà. Donc, on peut dire qu'aujourd'hui, pour le patient, c'est un bingo, hein, c'est vraiment, oui, il a tout de suite compris s'il allait prendre cet outil. Et le praticien, il n'est pas contre, hein, surtout maintenant qu'il l'a utilisé pendant le Covid. J'ai beaucoup de confrères, moi, qui étaient plutôt contre. Non, c'est pas bien, c'est beaucoup mieux quand on voit le patient, etc. Je me sens pas bien, je ferai pas de la même médecine, je ferai pas des mêmes conseils, je serai pas aussi bon qu'en présentiel. Et finalement, je les ai tous revus, j'en ai discuté avec eux,
non seulement ils ont trouvé ça bien, mais il suffit d'essayer pour aimer, quoi, si je puis dire. Ils ont trouvé ça bien et ils vont continuer. Alors maintenant, les obstacles identifiés pour le praticien, ben, il y en a. Hein. Il y a des obstacles pour le patient et des obstacles pour le praticien. Alors, vous avez des médecins qui détestent tout ça. Ils détestent les mots de passe, les identifiants, le contact par ordinateur. Bon, écoutez, soit ils vont s'y faire, soit ils s'y font pas. Et puis, on va dire, la consultation présentielle n'est absolument pas menacée par ce nouvel outil. On va dire que ce nouvel outil, c'est plutôt un outil complémentaire. Mais eh ben, ils n'en font pas, c'est pas grave. Vous voyez aussi que certains de nos confrères s'interrogent sur le cadre légal, sur la sécurité des confidentialités de données, etc. Bah oui, bah, si on utilise une plateforme dédiée comme Doctolib, bah, on a toutes les garanties. Peut-être qu'ils n'ont pas cherché à savoir quelle était la caractéristique de ces plateformes, qui sont, franchement, on ne peut pas rêver mieux. Hein. Tout est confidentiel, aussi bien la vidéo elle-même, le dialogue, les documents qu'on échange, la feuille de sécurité sociale qu'on va créer, les ordonnances qu'on envoie, enfin tout ça se fait de façon extraordinairement rigoureuse. Alors la responsabilité du médecin, oui, c'est aussi quelque chose qui peut être un frein. Est-ce que, si je dis une bêtise, oui, bon, il n'y aura pas plus de bêtises en téléconsultation qu'en présentiel. Le médecin, il ne va pas se tromper plus. Et puis s'il considère qu'il ne peut pas faire son diagnostic, moi ça m'arrive. Hein. Moi, j'ai des patients parfois qui, en téléconsultation, je leur dis, écoutez, je suis désolé, mais je ne sais pas, il faut que je vous voie, je ne vais pas y arriver, je ne peux pas poser un bon diagnostic. Bah, et à ce moment-là, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Eh bien, elles viennent, elles prennent rendez-vous en présentiel. Valider l'ordonnance, bon. Donc, en fait, c'est plutôt un état d'esprit qui va faire que le médecin va devenir téléconsultant ou pas. Un état d'esprit, probablement son âge et puis son aisance avec les outils informatiques. Voilà. Alors, on va vous recommander un certain nombre. Pour ceux qui doutent encore, hein, je crois que Agathe, vous voulez leur recommander Oui, pour toutes les personnes qui potentiellement auraient encore quelques doutes et pour rassurer et pour encore insister sur ce point-là, sur la sécurité, sur la confidentialité des données, on vous a mis en recommandation de lecture les protections des données donc sur Doctolib et toute la charte de protection de données justement à la fois pour les patients et pour les praticiens. Vous aurez de toute façon accès à la présentation. Les liens sont cliquables, on vous renvoie tout ça dès demain. Donc n'hésitez pas à les consulter si vous en ressentez le besoin. Et docteur, du coup, je vous laisse continuer avec justement les avantages identifiés pour les praticiens. Bon, écoutez, si je peux résumer, la téléconsultation, c'est un nouvel outil. C'est un outil qui ne va pas remplacer la consultation présentielle. Je crois que c'était une fausse peur, ça, hein, de dire que non, on ne va pas téléconsulter, puis il faut qu'on garde bien sûr qu'il faut qu'on garde la présentielle. C'est un outil supplémentaire. Qui va augmenter l'intimité qu'on peut avoir avec nos patients, l'interaction qu'on peut avoir avec eux, la facilité, de communication avec eux. Ça, c'est un des points principaux. On l'a déjà dit, un certain nombre ne peuvent pas se déplacer, soit elles sont malades, soit elles sont ailleurs, elles ne sont pas dans le même pays, elles sont à 300 km, elles ont besoin de vous. Bah, écoutez, le téléphone, vous ne répondez pas forcément. Là, il y a un rendez-vous qui est pris, on se voit l'un l'autre et on peut discuter. Et puis, si jamais on a besoin d'un examen complémentaire, d'une échographie, d'une radio, d'une prise de sang, bah, on prescrit. Et puis, je dirais qu'on va pouvoir faire souvent avec, des examens complémentaires, ce qu'on aurait fait en présentiel. Les délais plus courts, oui. Encore une fois, je ne sais pas si, à partir du moment où les patients vont savoir que nous téléconsultons tous, et que même si nous ouvrons des plages de téléconsultation différentes à des moments, je pense qu'elles vont être peut-être prises d'assaut plus vite que les présentielles. Il est clair que pour ceux qui se déplacent, qui vont dans les immeubles, dans les maisons, dans les EHPAD, etc., c'est évident que le temps du médecin va être très amélioré. Il va y avoir une durée de travail qui est beaucoup plus brève et il n'y aura pas assez à chercher la rue, à chercher l'endroit, l'immeuble, l'étage, etc. Voilà. Donc,
rémunérer l'ensemble du travail, on l'a dit tout à l'heure, effectivement, c'est je dirais, une rentabilisation de tous ces coups de téléphone, de tous ces ordonnances, des renouvellements d'ordonnances, etc., à condition que les praticiens soient raisonnables et qu'ils ne fassent pas, qu'ils ne cotent pas des sommes astronomiques à leurs patients. Donc, oui, pour les praticiens, les avantages sont identifiés, mais le débat reste entier de toute façon, et on n'a pas fini d'en parler, entre les avantages d'une téléconsultation et avec des gens qui vont vous répondre à chaque fois, parmi mes collègues en tout cas, oui, mais c'est quand même mieux en présentiel. Oui, le face-à-face reste le gold standard, c'est clair. Mais à côté, il y a une place tout à fait intéressante à prendre par ce nouvel outil. Merci, docteur. Avant de passer aux avantages pour les patients, justement, je me permets juste de m'adresser à vous qui nous suivez, car justement, il sera intéressant d'avoir votre avis. Donc, si vous proposez de la téléconsultation à vos patients, pouvez-vous nous dire si vous êtes satisfait? Il y a une enquête qui apparaît. Voilà, donc n'hésitez pas à répondre oui ou non et on va regarder les résultats ensemble juste après. On vous laisse quelques secondes. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez. Alors, quand on regarde les résultats, docteur, je pense que c'est assez parlant. Donc, on a 100% des répondants qui sont satisfaits par la téléconsultation. Oui, je pense qu'on n'aurait pas eu ça on n'aurait pas eu ça avant le confinement. Je crois que c'est parce que beaucoup de collègues ont essayé la téléconsultation qu'ils se sont dit, au fond, c'est magnifique ce truc-là. Alors maintenant, on a vu tout ça. On en est où là? Voilà. Alors, les avantages pour les patients. Oui. Alors voilà, ça c'est une étude que parmi tout ce que j'avais colligé dans la littérature scientifique, parce qu'il y a beaucoup de papiers, d'articles qui sont parus aux États-Unis, en Angleterre, en Europe, en Asie, sur la téléconsultation, son coût, son efficacité, est-ce qu'on fait de la bonne médecine, est-ce que les patients sont contents. Bon, alors effectivement, qu'est-ce qui ressort? Il ressort que la technique, c'est quelque chose d'important et qu'il faut avoir une bonne technique. On a la chance en France, franchement, la plupart d'entre nous sont informatisés, ont un ordinateur. On a la chance d'avoir, c'est pas parce que je suis chez eux que je le dis, je n'ai pas de conflit d'intérêt, mais ce que je veux dire, c'est qu'on a la chance d'avoir une plateforme dédiée Doctolib qui marche magnifiquement et qui va intégrer la téléconsultation dans l'agenda des présentiels. Ça, c'est fondamental, sinon on n'y arrive pas. Sinon, c'est impossible à imaginer. Et puis surtout, ça n'a rien coûté à notre gouvernement. C'est une entreprise privée qui non seulement est rentable, je le pense, mais qui ne demande, je dirais, qui ne demande pas de subvention particulière, à ma connaissance. Alors, effectivement, qu'est-ce qu'on apprécie? La téléconsultation, évidemment, lorsqu'on est dans des pays où il y a par exemple l'Australie, ça marche magnifiquement là-bas, puis il y a aussi dans toutes les îles, les médecins ils vont pas prendre l'avion pour aller voir leurs patients, donc la téléconsultation c'est magnifique, donc on ne se déplace pas, on va réagir à des situations urgentes, un petit peu comme le SAMU, sauf que c'est pas le SAMU, c'est pas le 15, c'est simplement son docteur qu'on va appeler. Allô docteur, j'ai mal dans la poitrine. Allô docteur, je saigne énormément. Allô docteur, je sais pas ce que j'ai, je suis tombé, je peux plus bouger. Bon, toutes ces choses-là, sont réglés par la téléconsultation et rapidement. Parce que vous appelez le SAMU, le temps que le camion arrive, il peut se passer beaucoup de temps malheureusement. Et puis, vous n'êtes pas dans votre pays, vous êtes en vacances, c'est magnifique. Ou bien votre médecin est en vacances et il n'est pas dans le même pays que vous, il est à des milliers de kilomètres de vous et vous pouvez quand même lui parler. Moi, en fait, les trois dernières lignes que nous avons mises sur cette diapositive, c'est que évidemment, la téléconsultation ne s'oppose pas à la consultation traditionnelle. Ça ne va pas remplacer. C'est pas quelque chose qui va faire mourir. Je le dis vraiment parce que je le pense, c'est que nous avons besoin d'examiner nos patients. Nous avons besoin de les examiner selon nos spécialités. Il y a des gestes qu'on ne peut pas, en ce qui me concerne, on ne peut pas faire de frottis, quoique. Il y aura bientôt des possibilités pour nos patientes de faire des auto-examens, des auto-tests papillomavirus et des auto-frottis. Enfin, l'examen reste dans notre métier une part importante de notre quotidien. Mais à côté de cet examen, il y a tout le relationnel. Qu'est-ce que c'est qu'une consultation? C'est l'interrogatoire. C'est noué pendant
15, 20, 30 minutes, une relation, une sorte de scène, une scénette avec un début, un milieu, une fin, une conclusion qui est là. Vous avez ça, je veux vous donner ça, on va faire ça, etc. Bon, tout ça peut se faire en téléconsultation, à nous et à nos patients de savoir faire, de faire un choix raisonnable, et ils le feront, nous l'avons déjà fait pendant le Covid, pour savoir qu'est-ce qui ne peut pas se faire en téléconsultation et qu'est-ce qui peut se faire. Vient le temps des questions-réponses. On a reçu très peu de questions, donc n'hésitez vraiment pas à prendre le temps de nous poser vos questions. Le docteur Elia et Hélène sont là pour y répondre. Et docteur, on a reçu donc avant le webinaire une question que je vais vous poser. Comment, pour vous, compenser le manque d'informations liées à la posture corporelle du patient, en sachant que c'est un psychologue qui nous a posé la question? Évidemment, je donne mon exemple, moi je suis gynécologue, vous allez dans la salle d'attente, bonjour madame, je vous attends. Alors il y a celle qui va se lever d'un ressort, d'un bond comme ça, et puis qui va vite arriver dans le cabinet, qui va s'asseoir, qui va être active. Et puis vous avez celle qui va mettre 5 minutes à ramasser son chapeau, son sac, etc., qui va se traîner. Et vous avez déjà là, vous savez un petit peu dans quel état d'esprit est ce patient, cette patiente, vous savez comment elle fonctionne un peu, vous ne savez pas tout, mais vous avez compris que j'ai pris exprès 2 exemples séparés. Celle qui met 5 minutes à se lever, à arriver, ramassant toutes ses affaires, et puis celle qui est déjà pratiquement dans le cabinet avant vous, une fois que vous avez dit que c'était son tour. Bon, mais tout de même, en ce qui concerne les expressions, en consultation, en téléconsultation, on voit le visage. On voit ce qui se passe dans les yeux, dans les mimiques, l'inclinaison de la tête. Donc, oui, on a moins d'informations visuelles, mais on en a. Et encore une fois, c'est peut-être très important pour la psychiatrie, pour la psychologie. Pour moi, je ne suis pas en général frustré de ne pas avoir plus d'expression corporelle. Super, merci beaucoup. Je vous propose maintenant de continuer notre webinaire et de réfléchir ensemble à demain comment va évoluer la téléconsultation et quel est l'avenir de la télémédecine. Voici, avant de commencer, un rappel de l'évolution du cadre légal sur la téléconsultation. Donc, au moment du lancement de l'avenant 6 en septembre 2018, voilà ce qui avait été convenu. La téléconsultation n'est prise en charge par l'assurance maladie que lorsqu'elle est effectuée dans le parcours de soins défini par la loi et la convention médicale. Les téléconsultations sont facturées suivant les tarifs en vigueur pour les consultations présentielles, avec les majorations comprises. Le patient est éligible à la téléconsultation uniquement s'il a vu son médecin en consultation physique dans les 12 derniers mois. La sécurité des échanges entre le praticien et le patient doit être assurée, que ce soit un échange verbal ou de documents, comme vous le disiez tout à l'heure d'ailleurs, docteur Elia. Et donc WhatsApp, Skype, etc., notamment, ne sont clairement pas recommandés. Depuis la crise du coronavirus, la condition des 12 mois pour les patients a été levée et les nouveaux patients peuvent maintenant prendre un rendez-vous de consultation vidéo avec un praticien qu'ils n'ont potentiellement pas rencontré avant. Du coup, aujourd'hui, nous serions intéressés d'avoir votre avis sur ce sujet, chers participants. Est-ce que vous souhaiteriez que la téléconsultation pour les nouveaux patients soit toujours possible après la crise sanitaire ? N'hésitez pas à prendre le temps de nous répondre, de nous donner votre avis. Et le docteur Elia va ensuite commenter vos résultats, vous recommander aussi un article sur le sujet et ouvrir sur l'après. Voilà, donc encore une fois, c'est assez parlant quand on regarde les résultats. On voit que 100% des participants et des votants, pour le moment, on est toujours à 100%, souhaitent garder justement la possibilité pour les nouveaux patients de prendre rendez-vous de téléconsultation. Ça m'inspire vraiment. Je suis content que mes collègues pensent comme moi, que je pense comme eux. Je pense que c'est absolument raisonnable. Je n'ai pas bien compris depuis le départ. Moi je me suis... dès que j'avais essayé de faire de la téléconsultation avant Doctolib. Bon, il n'y a pas eu moyen parce que mon agenda Doctolib n'était pas synchronisé avec les autres plateformes. Donc ça ne marchait jamais. Mais à partir du moment où, là, au début de l'année dernière, on a pu être abonné pour la téléconsultation, eh bien, je me suis vraiment demandé pourquoi est-ce qu'on m'impose le fait que je dois connaître la patiente
mais qui plus est que je dois la connaître, je l'ai vue au moins depuis 12 mois. Je ne sais pas d'où ça sort, je ne sais pas pourquoi, c'est une espèce de contrainte qui m'apparaissait tout à fait bizarre et incompréhensible. Et je dois dire que pendant le Covid, j'ai fait beaucoup de téléconsultations. Je n'étais pas à mon cabinet, je n'ai pas fait de présentiel pendant les 2 mois et demi, je n'ai fait que de la téléconsultation. J'ai donc eu des patientes que je connaissais absolument pas. Non seulement c'était pas que je les avais pas vues depuis un an, c'est que c'était la première fois que je les voyais à l'écran, bonjour, et je voyais quelqu'un que je ne connaissais pas, et elle voyait un médecin, elle, qu'elle ne connaissait pas non plus. Ben, franchement, j'ai pas vu beaucoup de différence en termes de qualité dans ces consultations. J'ai pas vu que nous étions, que j'étais gêné parce que je ne connaissais pas cette patiente, que que mon jugement était étriqué, qu'il y avait des limites. Et j'ai pas senti non plus que chez cette patiente qui me voyait pour la première fois, il y avait quelque chose de compliqué. Voire même, j'ai trouvé que c'était très facile pour elle. C'était peut-être un peu plus compliqué pour moi parce que au début, j'étais un peu inquiet j'ai pas de dossier, j'avais rien. Et donc, finalement, à l'usage, vous savez, l'interrogatoire, c'est vraiment une très très grosse partie de notre métier. Eh bien, cet interrogatoire était très facile et j'ai vu qu'on pouvait parfaitement faire des téléconsultations comme on fait des présentiels avec des gens qu'on n'a jamais vus. Bonjour, comment ça va? Qu'est-ce qui vous amène? Et puis l'interrogatoire classique, des antécédents médicaux, chirurgicaux, obstétricaux, gynéco, enfin tout ça se fait parfaitement bien en téléconsultation. Alors, franchement, si on recommence à nous embêter avec ça, ça m'agacerait beaucoup. Je pense que ça agacerait beaucoup les collègues, comme ils viennent de l'exprimer. Super. Merci beaucoup, docteur. On vous a mis aussi un article pareil que vous pourrez retrouver, que vous nous aviez justement partagé, docteur, sur Tribune Libre et sur justement l'intérêt de garder la téléconsultation possible pour les nouveaux patients. Je veux dire que je ne comprends pas pourquoi il y a eu cette contrainte a été écrite, a été imposée. La seule chose que je peux comprendre, c'est que les gens qui avaient la responsabilité, nos autorités de santé qui avaient la responsabilité de légaliser cette pratique, avaient besoin de garde-fous et se sont dit bon, on va commencer comme ça et puis on verra bien comment ça se passe, mais il ne faut pas qu'on donne totalement la liberté totale. Il faut qu'on ait un cadre. Alors, c'est vrai, peut-être que ce n'est pas terrible, parce que je pense qu'eux-mêmes ne savaient pas ce que c'était qu'une téléconsultation. Ils ne savaient pas, finalement, que cette convivialité d'une consultation présentielle, on peut l'avoir assez rapidement en téléconsultation. Réfléchissons maintenant à la téléconsultation pour demain. Nous allons vous poser 2 questions et le docteur Elia analysera vos réponses. Pour commencer, la première question, pouvez-vous nous dire, parmi les propositions suivantes, quelle sera pour vous la téléconsultation de demain? Donc, il y a un sondage qui va apparaître avec les propositions suivantes. Donc, la téléexpertise entre praticiens, la réduction des déserts médicaux et la médecine d'urgence, notamment, donc, par exemple, le SAMU qui fait des premières consultations en téléconsultation ou autre. En sachant que si vous avez une idée précise voilà, sur la question et que vous ne retrouvez pas l'idée ici, n'hésitez surtout pas à nous l'écrire en commentaire pour qu'on ait voilà, d'autres données sur ça et pour comprendre exactement quelles sont les attentes des praticiens aujourd'hui. Si on regarde les résultats avant d'arrêter le compteur, donc on voit qu'effectivement, il y a 47% des participants qui, dans la téléconsultation de demain, voient la réduction des déserts médicaux. Docteur, qu'est-ce que ça vous inspire? Quel est, vous, votre avis sur le sujet? Je dirais que c'est un des atouts magnifiques de la téléconsultation. Il y a des tas de coins où il n'y a pas de médecin à 100 km, 200 km, voire il y a ceux qui sont dans les montagnes. Vous êtes bloqué par la neige dans une montagne, vous êtes en Savoie, Haute-Savoie, etc. Bon, il est clair que ça, c'est magnifique. Alors, on va dire, oui, mais vous allez avoir vous n'allez pas faire d'examen. Mais je le répète, encore une fois, l'examen, il peut être indiqué à la fin de la consultation. Eh bien, on va le faire. On va le faire soi-même si on est capable, on est assez près du patient, mais on va le faire par d'autres. On va le faire par, on va pouvoir simplement dire, écoutez, là, je pense qu'il faut par exemple une échographie. Écoutez, allez la faire. Vous pouvez la faire où? Il y a un centre là, pas loin. Il y a une clinique. Il y a un hôpital. Parfait. Faites-la et puis
on reprend contact et vous me donnerez votre résultat. Il est clair que les déserts médicaux, c'est quelque chose qui est une vraie problématique dans notre pays, qui n'arrête pas d'agiter nos autorités et nous, et les patients et nous, les médecins. Voilà un outil magnifique. J'ai lu beaucoup de choses sur la télémédecine, la téléconsultation en Australie. En Australie, où les distances sont absolument phénoménales et où vous avez des tas de gens qui voient jamais de médecin. Je me souviens aussi d'être allé il n'y a pas très longtemps en Nouvelle-Calédonie, où il y a toute une partie du nord de l'île qui est dans ce qu'on appelle la brousse, et où les médecins font des tours de garde. Ils partent une semaine par mois ou toutes les 5 semaines pour aller avec leur voiture faire le tour du nord de l'île. Mais ça les barbe. Et franchement, que de temps gagné avec une téléconsultation, le tri est possible. Le tri est possible. L'urgence va être immédiatement gérée et non pas attendre que le médecin arrive avec sa voiture, etc. Donc c'est clair que nous avons là un outil, rien que pour ça, mais ça ne va pas servir qu'à ça, mais rien que pour ça, tout à fait intéressant. Plutôt que d'adresser le patient, on pourrait éventuellement, au lieu de se téléphoner, puis on n'a pas les documents, on n'a pas beaucoup de temps, on fait ça entre deux rendez-vous, etc. On pourrait avoir des plages dédiées de temps entre médecins généralistes et experts. Par exemple, moi, je reçois beaucoup de patientes qui sont adressées par des médecins généralistes. Je pense que ils aimeraient bien, puis moi j'aimerais bien leur parler de leurs patients, et ils aimeraient bien parler de leurs patientes en vrai. On se voit. Alors, j'ai lu l'avenant 6 de 2018. Alors là, franchement, on n'y est pas encore, hein, parce que c'est rémunéré de façon absolument... Pour l'instant, je pense que ça ne marche pas. Plutôt que d'adresser le patient, on pourrait éventuellement, au lieu de se téléphoner, puis on n'a pas les documents, on n'a pas beaucoup de temps, on fait ça entre deux rendez-vous, etc. On pourrait avoir des plages dédiées de temps entre médecins généralistes et experts. Par exemple, moi, je reçois beaucoup de patientes qui sont adressées par des médecins généralistes. Je pense que ils aimeraient bien, puis moi j'aimerais bien leur parler de leurs patients, et ils aimeraient bien parler de leurs patientes en vrai. On se voit. Alors, j'ai lu l'avenant 6 de 2018. Alors là, franchement, on n'y est pas encore, hein, parce que c'est rémunéré de façon absolument ridicule. Je crois 5 euros ou 10 euros, on ne peut pas faire plus de 500 euros par an. On ne peut pas, d'ailleurs, ce n'est pas toutes les consultations, c'est des ALD, etc. Enfin bon, pour l'instant, c'est un enterrement de première classe par les autorités de l'époque, hein, de 2018. Je pense que c'est un énorme avenir de la télémédecine. Il faudra que ça mûrisse et il faudra que finalement le cadre légal soit aussi libéral que celui qui gère actuellement la téléconsultation. C'est un grand avenir, c'est sûr, c'est un grand avenir. Mais la médecine d'urgence aussi, hein. Pourquoi pas appeler son cardiologue si on a mal dans la poitrine, il saura tout de suite les gestes, ou en tout cas ce qu'il faut faire, il le saura. Il saura bien sûr qu'il aura besoin d'un électrocardiogramme, mais il saura aussi gérer la douleur intercostale et l'infarctus. Moi, j'ai vu des femmes qui m'ont consulté en téléconsultation pendant le Covid, elles avaient mal au sein. Bon, elles avaient mal au sein, très bien. Elles m'ont montré où elles avaient mal. Bon, très rapidement, j'ai pu leur dire, un samedi ou un dimanche, alors qu'il n'y avait pas de consultation petite présentielle, j'ai pu leur dire que ça ne m'inquiétait pas, que c'était pas le cancer et qu'elles pouvaient peut-être être tranquilles et puis qu'on allait se voir après avec des examens complémentaires. Donc effectivement, la médecine d'urgence, en tout cas la vraie urgence ou l'urgence du patient, en tout cas, ça se gère par téléconsultation beaucoup plus facilement qu'avec une présentielle. Merci docteur. Je vous propose de passer maintenant sur notre deuxième enquête. Donc, pour vous, jusqu'où peut évoluer la télémédecine? Alors ici, on a une approche de la médecine pratiquée à distance à l'aide des technologies de l'information et de la communication. Donc, n'hésitez pas à, pareil, dans la même logique, indiquer dans les commentaires votre avis si vous ne trouvez pas dans la liste que nous proposons votre avis. Donc, ici, nous vous proposons l'auto-questionnaire en ligne en amont de la téléconsultation, la télésurveillance et les objets connectés. Et ou autres si voilà, vous ne retrouvez pas votre idée et n'hésitez pas à nous la partager encore une fois.
Alors, la limite, on ne sait pas bien si c'est l'auto-questionnaire en ligne ou les objets connectés qui vont arriver en tête. Voilà, on a arrêté le sondage, donc c'est bien l'auto-questionnaire en ligne en amont de la téléconsultation. Docteur, vous, quel est votre avis sur ça? Quelle est votre réponse à cette question? Moi, j'aurais préféré la télésurveillance. J'aurais voté pour télésurveillance parce que c'est quand même assez pratique d'avoir ici, pour tous ces gens qui sont immobilisés dans des lits, qui sont avec des maladies chroniques longues, qui sont chez eux, qui n'ont pas donc de surveillance possible. Le fait d'aller les voir tous les jours, simplement pour... Bon, c'est peut-être pas mal, mais parfois on ne peut pas aller les voir tous les jours. On n'a pas le temps d'aller voir tous ces malades qui sont en hospitalisation à domicile, par exemple. Donc moi, j'aurais bien aimé. L'auto-questionnaire, je suis un peu plus réticent parce que moi, j'aime beaucoup le moment de questions pendant la consultation. Bonjour, vous venez pourquoi? Qu'est-ce qui vous arrive? Décrivez-moi le symptôme. Vous avez déjà eu ça? Parce que derrière ces questions, il y a une prise... Justement, on parlait tout à l'heure de gestuelle, le corps qui s'exprime. Oui, mais il y a aussi la façon dont elle va dire, ou quand il va dire, pardon, je y aide parce que je suis gynécologue, mais il va dire son symptôme, comment il va l'exprimer, les mots qu'il va utiliser. Tout ça me paraît intéressant et peut être totalement totalement éludé par l'auto-questionnaire. Alors, je comprends que l'auto-questionnaire, c'est intéressant parce que ça fait gagner du temps, mais pas que. Ça ne fait pas forcément gagner du temps. Dans ma vie, j'ai beaucoup utilisé, dans des circonstances différentes, les auto-questionnaires. Finalement, je me suis rendu compte que j'aimais bien, en ce qui me concerne, j'aimais bien poser des questions. Ça faisait partie intégrante de la consultation, même quand je les connais. Voilà. Mais oui, pourquoi pas. J'imagine que certains praticiens, certaines spécialités ont besoin de ces auto-questionnaires parce qu'ils n'ont pas beaucoup de temps et que ce temps va être économisé par l'auto-questionnaire. Oui. Mais parfois, ils ne savent pas répondre aux questions aussi. Vous savez bien, hein, vous posez des questions et puis ils ne savent pas y répondre parce qu'ils ne comprennent pas les questions. Parce qu'ils ne comprennent pas toujours nos questions. On ne les pose pas toujours de la même manière, ça dépend des patients. Il y a des patients qui comprennent tout ce qu'on dit à un certain niveau, puis d'autres qui va falloir utiliser d'autres mots. Donc tout ça n'est pas très bien géré par l'auto-questionnaire. Merci, docteur. Hop, je vais arrêter le partage des résultats. Merci beaucoup, docteur, pour votre avis et pour l'analyse de ces résultats. Hop. Je vous propose de passer maintenant au troisième thème de notre webinaire, donc le positionnement de Doctolib sur l'évolution de la télémédecine. Hélène, je me tourne vers toi pour que tu nous laisses, nous présenter toutes ces données sur Doctolib. Oui, pas de souci. Alors du coup, côté Doctolib, nous, on a commencé à réfléchir, en ce qui concerne la téléconsultation, à ça dès septembre 2018. Et c'est un service qu'on a vraiment construit, lancé, réfléchi, imaginé avec et pour les praticiens. Et donc, ça a été lancé officiellement en janvier 2019. Il est initialement, donc la téléconsultation via Doctolib, c'est 100% aligné avec l'avenant 6 dans le respect du parcours de soins. Donc, à savoir, un patient qui n'a pas téléconsulté dans les 12 derniers mois, le médecin en question ne pourra pas prendre un rendez-vous en téléconsultation via Doctolib. Donc, le cadre a légèrement évolué depuis l'épidémie qu'on connaît aujourd'hui. Mais en janvier 2019, c'était comme ça que l'outil avait été conçu et il est parfaitement intégré avec notre outil d'agenda Doctolib. Donc pour le praticien, c'est un outil sur lequel il peut gérer à la fois ses consultations en présentiel et ses consultations à distance. Et il est équipé d'un certain nombre de fonctionnalités, donc à savoir de l'échange vidéo sécurisé, le paiement en ligne, il y a des systèmes, des fonctionnalités de partage de documents entre le patient et son praticien. Et notre outil de téléconsultation Doctolib, il a été lancé très récemment, donc, dans le cadre de l'épidémie qu'on connaît, en Allemagne, donc en mars 2020. Et comme on l'évoquait tout à l'heure, il a connu un usage qui a explosé pendant l'épidémie. Et quelques semaines après le confinement, cette pratique reste encore beaucoup plus forte qu'avant la crise. Donc c'est bien la preuve de son intérêt pour les professionnels de santé et pour les patients. Et c'est aujourd'hui finalement que l'avenir de la consultation vidéo se joue.
parce que c'est la fin du confinement, il y a des risques moindres de contagion, il y a une reprise d'activité de la part des praticiens. Et il y a des négociations qui s'ouvrent à partir de cette semaine entre les syndicats de médecins et la CNAM pour échanger sur justement l'avenir de la consultation vidéo. Alors, pourquoi ? Parce qu'il y a un enjeu de réussir à maintenir un fort niveau d'utilisation, un fort niveau d'usage en tirant les leçons de cette crise et de cette épidémie. Et il faut maintenir un cadre et notamment préserver les grands principes de notre système de santé, à savoir le respect du parcours de soins, la sécurité des données, dans l'esprit en fait, de la réglementation initiale telle qu'elle était rédigée dans l'avenant 6. Du coup, nous, de notre côté Doctolib, on a beaucoup discuté ces dernières semaines avec nos utilisateurs, avec nos praticiens, avec nos patients. Et voilà les positions qu'aujourd'hui on porte et qu'on véhicule. La première, c'est qu'on considère qu'il faut absolument garantir l'usage de solutions sécurisées de consultation vidéo. Et donc de revenir sur le remboursement qui avait été ouvert dans le cadre de l'épidémie des consultations par téléphone ou par solutions type WhatsApp, FaceTime et Skype. Pourquoi ? Parce qu'on considère que l'échange vidéo, il faut pouvoir identifier un patient, il faut pouvoir porter le meilleur diagnostic possible, il faut que la transmission de documents et d'ordonnances se fasse de manière sécurisée, que le paiement de la consultation se fasse également de manière sécurisée. Donc ça, c'est la première position que nous, on a côté Doctolib. La deuxième, ce serait de permettre aux professionnels qui ont été autorisés pendant la crise à réaliser des consultations vidéo, de pouvoir continuer. Donc, ces professionnels, ce sont les infirmières, les sages-femmes, les masseurs kinésithérapeutes et les orthophonistes. Et le dernier point, et on l'a évoqué précédemment avec le docteur Elias sur cet élargissement aux nouveaux patients, entre guillemets, nous, notre position, c'est de continuer à maintenir et à garantir le respect du parcours de soins, mais de proposer des assouplissements, notamment sur ce délai de 12 mois, parce qu'on veut que notre position, c'est de dire que les patients qui ont un médecin traitant, il faut qu'ils puissent avoir une téléconsultation avec lui quand ils le souhaitent, même s'ils n'ont pas téléconsulté dans les 12 derniers mois. En revanche, s'ils n'en ont pas, il faut qu'ils puissent en trouver un. Donc voilà aujourd'hui notre positionnement sur la téléconsultation en tant que telle. Et après, si on se projette un peu plus loin sur l'avenir de la téléconsultation et de la télémédecine et quels sont les projets que nous, on étudie d'un point de vue plus stratégique chez Doctolib. Alors, j'ai cité 3 sujets. Le premier, qui est l'adressage par des tiers de confiance. Ça, c'est un sujet auquel nous, on porte une grande attention et sur lequel on a un certain nombre de projets en cours et de pilotes. Alors, adressage par les tiers de confiance, on peut parler notamment des infirmiers. Donc, je ne sais pas si vous avez entendu parler, mais depuis janvier 2020, il existe ce qu'on appelle une téléconsultation assistée d'un infirmier qui est possible et qui est remboursée. Donc, c'est un infirmier qui se rend au domicile du patient et qui assiste le patient dans sa téléconsultation avec un professionnel de santé. Nous, on y croit beaucoup. Pourquoi ? Parce que ça améliore le suivi des patients à domicile et ça développe aussi de la coopération entre les praticiens et les infirmiers. Donc ça, c'est typiquement un sujet sur lequel on est en train de mener des réflexions. Le deuxième tiers de confiance sur lequel on réfléchit, on travaille, c'est le SAMU. Aujourd'hui, les SAMU reçoivent un nombre d'appels énorme. Et on a lancé des pilotes avec quelques SAMU de France dans certaines régions pour qu'ils puissent avoir une solution qui leur permette de réorienter les patients légers vers des téléconsultations ou même des consultations en présentiel vers la ville pour les patients qui, a priori, ne nécessitent pas d'être orientés vers les urgences. Et le troisième sujet, toujours sur cet adressage par les tiers de confiance que nous, on regarde et qu'on étudie, c'est sur le domaine des EHPAD. On en a parlé rapidement tout à l'heure. C'est une proposition de valeur qui est très forte pour les patients. Ça permet de donner accès aux patients qui sont résidents d'EHPAD à de la médecine d'expertise, à de l'expertise médicale auquel ils n'ont pas forcément accès. Ça leur permet de limiter les transports, d'avoir un meilleur suivi. Et pour la médecine de ville, notamment les médecins généralistes qui se déplacent, c'est un vrai gain de confort pour limiter les déplacements, un gain de temps pour pouvoir téléconsulter ces patients à distance. Donc, ces sujets-là, c'est des sujets auxquels nous, on réfléchit aujourd'hui, qui sont soit des pilotes, etc. Il y a 2 autres sujets qui sont la téléexpertise et les objets connectés, pour lesquels on est plutôt en veille pour l'instant. On a évoqué rapidement ce sujet avec le docteur Elia précédemment, mais la téléexpertise, donc c'est pour rappel, c'est une sollicitation à distance d'un praticien pour avoir son avis sur le cas d'un patient via les technologies de l'information et de la communication.
aujourd'hui, c'est un sujet sur lequel on ne s'est pas lancé vraiment dans des réflexions très poussées. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, nous ne sommes pas matures. Il y a à la fois une faible incitation financière du côté des pouvoirs publics. C'est un remboursement entre 5 et 10 euros pour le médecin requérant et entre 12 et 20 euros pour le médecin requis, et qui en plus est plafonné, comme le disait le docteur Elia. Donc aujourd'hui, l'incitation financière n'est pas là. Et par ailleurs, ça concerne aujourd'hui seulement une certaine catégorie de patients, à savoir les patients en affection longue durée, les patients atteints de maladies rares, qui peuvent être détenus, qui sont résidents en EHPAD, et ça s'est élargi dans le cadre de l'épidémie aux patients atteints du Covid. Mais aujourd'hui, ça concerne un nombre de patients restreint. Donc, on est en veille sur ces sujets-là. Pour l'instant, il n'y a pas de projet en cours, mais on le suit de près. Et le dernier sujet qu'on évoque très facilement quand on parle de téléconsultation, c'est le sujet des objets connectés, qui effectivement aurait une vraie valeur ajoutée pour compléter un suivi à distance. Encore une fois, aujourd'hui, c'est un sujet sur lequel il n'y a pas de financement dédié, qui est suivi par le gouvernement dans le cadre du programme ETAP, qui finance notamment des expérimentations sur de la télésurveillance pour certaines pathologies, comme l'insuffisance rénale, par exemple. Et nous, aujourd'hui, encore une fois, on considère le sujet n'est pas encore suffisamment mature. Donc, c'est des sujets sur lesquels on est en veille, on regarde de manière régulière, mais aujourd'hui, pas de projet vraiment de lancement sur ces sujets-là. Donc, en synthèse, la téléconsultation, je pense, en France, a beaucoup évolué ces dernières années, encore plus dans le cadre de l'épidémie qu'on est en train de vivre. Et nous, Doctolib, on essaye de se positionner vraiment comme un catalyseur de cette évolution. On a envie d'être force de proposition vis-à-vis des gouvernements et de la réglementation. Et il est fort probable que cette crise qu'on traverse, qu'on a traversée, qu'on est encore en train de traverser, soit un accélérateur pour tous ces sujets et nous ouvre des nouvelles pistes de réflexion. Merci Hélène. Merci à tous. Merci tout particulièrement au docteur Elia de nous avoir accompagnés pour ce webinaire ce soir. Nous espérons d'abord qu'il vous a été utile, que vous repartez avec des informations clés pour la suite de votre pratique. Juste quelques petits rendez-vous avant de nous quitter. Vous allez recevoir demain le replay de notre webinaire et les liens de notre présentation seront cliquables. Donc vous aurez accès à tout ce qu'on a évoqué et toutes les sources qui nous ont aidés à construire ce webinaire. Je me permets aussi de vous donner quelques liens si vous n'êtes pas encore utilisateur des services de Doctolib et que vous le souhaitez. N'hésitez pas à remplir le formulaire puis à programmer un rendez-vous du coup avec le conseiller Doctolib qui est sur votre région. Si vous êtes utilisateur du logiciel de gestion de cabinet de Doctolib, alors n'hésitez pas et que vous êtes intéressé par la téléconsultation, vous pouvez l'installer vous-même depuis votre agenda et pour tous les utilisateurs, que ce soit de l'agenda ou de la téléconsultation sur Doctolib, je vous donne rendez-vous sur la communauté client Doctolib, donc à la fois pour échanger avec des milliers d'utilisateurs et aussi pour vous inscrire aux webinaires de formation qui sont vraiment dédiés à l'agenda si vous le souhaitez. N'hésitez pas aussi à prendre le temps de répondre au questionnaire de satisfaction qui va s'ouvrir automatiquement quand vous allez quitter le webinaire. Ça nous permet, nous, de continuer à évoluer grâce à vos retours. Je vous souhaite une très bonne soirée de la part de toute l'équipe Doctolib.